Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous parlerons de différentes thématiques développées notamment avec l'équipe de Bonjour d'Algérie. Les rubriques sont en nombre aujourd'hui. Et je cite tout d'abord celle de Yazid Ait Mahidine qui reçoit l'invité de la matinale justement. Il s'agit aujourd'hui de M. Abdelkrim Mbarek. Il est fondateur et manager d'Algeria 2.0. Donc le détail, ce sera tout à l'heure avec notre invité et son intervieweur, c'est-à-dire Yazid Ait Mahidine. Donc, dans un autre registre, nous parlerons de santé avec Annie Asrir, ce médecin nutriteur thérapeute qui nous donne énormément de conseils chaque dimanche matin. Aujourd'hui, elle s'intéresse en particulier à l'obésité et à la prise de poids. Bien sûr, nombreux sont ceux qui sont concernés par ces aspects et on va justement vous donner les causes et aussi la manière aussi d'éviter de tomber dans ce cercle vicieux justement de l'obésité et du surpoids. Par ailleurs, Hafel Abnour, dans Djalia DZ, cette rubrique consacrée aux Algériens et Algériennes établis à l'étranger, reçoit la directrice de publication de la revue Salama. Il s'agit en l'occurrence de Hadj Sahraoui, donc, qui sera son invité ce matin. Par ailleurs, nous aurons aussi à retrouver Hassan Arab ce matin pour revenir sur le Salon international du livre d'Alger. Et puis Samira Hadjamar nous fait voyager à travers le temps dans l'antique Kwikul, c'est-à-dire les ruines de Jumila, bien mis en valeur dans un film documentaire signé Benamar Berti. Voilà qui est dit. Bien sûr, nous terminerons avec du sport. Comme chaque dimanche, Riyad Belkhadim nous revient sur l'actualité sportive très dense, qui a été très dense ce week-end. Donc voilà, ce sera en fin d'émission. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je vous propose de suivre les nouvelles du ciel avec Amel Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia. Oh, j'adore votre sourire. Je suis contente. Bien que ça me plaît pas trop, mais bon, il va faire chaud quand voilà, même. je sais Oh là que l'amour là. ne va pas tarder dans la mesure où nous avons eu un week-end printanier. Oui, si c'est pas estival même. Estival presque. Presque estival. Voilà, j'ai besoin de boire une gorgée d'eau. Je vous laisse donc nous donner les nouvelles du ciel. Allons-y. À vous. Merci À vous de jouer. Radia. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui encore, le temps sera relativement chaud sur une grande partie des régions nord, sous un ciel plutôt dégagé à partiellement voilé tout au nord, avec toutefois de la brume en matinée sur les côtes est. Et à noter aussi quelques particules de sable en suspension vers les régions de l'ouest, également le centre-ouest concernant les côtes et les régions intérieures. La moitié sud, eh bien, on aura des passages nuageux. Du sud-ouest vers le nord-Sahara qui peuvent donner mais quelques gouttelettes par-ci par-là. Partout ailleurs, rien à signaler. Le temps restera dégagé à partiellement voilé. Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt élevées vers les régions de l'ouest et le centre. Et Météo Algérie prévoit un maximum de 31 degrés du côté de Relizage, le Mascara. Vers le centre, eh bien, on aura 26 degrés. Sur les régions de l'Est, eh bien, 27 degrés à Tizi Ouzou, également à Naba, 28 à Oran, 17 le minimum à Al Bayad, 21 degrés à Djelfa, 23 degrés à Batna, 26 à Galma. Au sud, 26 également du côté de Gardaya, 23 à Béchar, 28 Biskra, également Ilizi, 26 Tamanrasset et Janet, 32 à Drarin Salah Timimoun, 31 Ingezam, en passant par les 33 degrés, le maximum cette fois-ci à Borj Bedji Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes. Les vents varieront entre 10 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre et les vents seront de secteur nord-est et 30 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera plutôt nuageux sur une grande partie du continent, plus exactement à Montréal, New York, Washington, avec des pluies cette fois-ci du côté de Vancouver et Dallas avec de la brume en matinée
sur Vancouver. Partout ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, plus exactement à Miami et Mexico. Le mercure, quant à lui, affichera 6 degrés seulement à Vancouver et Montréal, 17 degrés à New York, 16 à Washington, 23 à Dallas, 20 degrés en Californie et le maximum cette fois-ci, 27 degrés à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'était très, très, très bien détaillé. Merci, En tout cas, Nadia. on l'a pas faite depuis longtemps, celle-là. Vancouver, toujours Oui, couvert. couvert à Vancouver. Je voulais l'éviter. Bon, en tout cas, on salue l'ensemble des Algériens et des Algériennes qui vivent sur le continent américain ce matin, puisque la carte, voilà, Ouais. nous a emmenés droit vers ce continent. Ben, on les salue bien bas. Là, la plupart d'entre eux dorment parce que voilà, Ah il y a oui. ce décalage Il y a le horaire. décalage, oui. Mais en tout cas, on vous embrasse tous. De même. Voilà, donc dans un petit moment, nous retrouvons nos premiers invités, mais après ceci. Et on démarre l'émission avec Yazid Aït Mahidine, comme promis au départ. Bonjour Yazid. Bonjour. Elle est belle, cette capitale. Hein, comme je Oui, vois. très très belle, oui. Alger. Alger la Blanche. Alger la Blanche. Ben oui, notamment avec la touchia de. Oui, Hein, je ne sais pas qui c'est moi. Touchia de Sultan. Hein? D'accord. Bah, tu es un connaisseur, merci. Hein. Non, c'est pas touchia de Sultan, je l'ai Je dit ne sais juste pas, comme hein, tu ça. l'as dit comme ça, juste. Ok. En tout cas, c'était très joli, ça se mariait très bien. Et c'est Absolument, toujours un oui. plaisir de parcourir comme ça des Ur, Alger Ouais. et ses quartiers. Donc, Yazid, aujourd'hui, on va revenir sur surtout un événement. Oui, deux qui a événements marqué la majeurs. semaine. D'ailleurs, on allait recevoir Algeria 2.0. Tout à fait, Malheureusement, tout à fait. il s'est décommandé la dernière minute pour des impératifs d'agenda parce qu'ils sont en train de préparer le sommet Algeria 2.0 au cyberparc de Sidi Abdallah. Très Et puis, bien, excellent. c'est vraiment au cœur de l'innovation. C'est pour ça que je préférais également parler de la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Et l'Algérie prend part à cette semaine qui a commencé le 14 novembre. Et c'était, enfin, c'est quartier libre pour tous les innovateurs, pour tous les porteurs de projets. Et c'est le ministère de l'économie de la connaissance et des startups qui organise avec le réseau international de l'entrepreneuriat. Donc toutes les wilayas d'Algérie vont prendre part à cet événement, à la semaine de l'entrepreneuriat. Et vous savez que l'entrepreneuriat est basé sur deux éléments essentiels, l'idée et l'innovation. Et le risque aussi, parce qu'il faut prendre un risque. Absolument. Et le risque
Et pour prendre ce risque, il faut être armé et puis avoir cette façon d'anticiper sur l'avenir et de pouvoir entreprendre et réussir son entreprise. Et j'imagine que tous les entrepreneurs ont des moments de doute, ont des moments de recherche de soi, ils se posent la question s'ils ont bien fait ou pas. Et c'est vrai que ce type de rencontre encourage, booste leur volonté, leur Absolument, engagement. et puis à un moment donné, ils vont faire ça. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, Oui, il y a c'est toute Eureka. oui, Eureka. Donc il y a cet élément Oui. majeur qui est l'innovation. Et c'est à partir de là que beaucoup de projets ont été lancés. Et puis avec l'Agence nationale de l'entrepreneuriat, avant c'était l'ANSEJ, et aujourd'hui c'est une agence qui est en train de booster L'ANAD. l'ANAD, de booster tout cet écosystème dédié à l'entrepreneuriat, ce système innovant qui permet aux jeunes porteurs de projets de réussir leurs projets dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, bon vent pour à tous. oui, pour tous Ouais, les pour porteurs tous de les projets, porteurs de projets. et notamment après la pandémie de la Covid-19, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés dans ce domaine et beaucoup ont réussi leur coup, notamment dans le domaine des services, notamment par exemple dans le livraison, dans pas mal de projets, les jeunes porteurs de projets ont réussi. C'est pour ça que même les porteurs de projets, les universitaires, les jeunes, les investisseurs, Beaucoup de plateformes sont nées pendant cette période, effectivement, pour faciliter justement l'accès à l'information, l'accès aux services, l'accès à différents types ne de... serait-ce par exemple les prestations médicales par Internet, les gens arrivent quand même à se faire une ordonnance sans se déplacer parce qu'il y va de leur santé aussi d'y aller encombrer les services sanitaires, etc. Et puis il y a aussi le transport, la livraison, et tout ça, c'est quand même le service de qualité. Les gens, ils sont chez eux, ils sont servis, c'est bien aussi. Absolument, absolument. Yazid, vous avez cité un mot-clé, santé. On va parler de santé dans ce Santé, deuxième et lien. oui, donc on est en plein mois bleu, c'est le mois de la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Qui concerne uniquement les hommes. Oui, ça je sais concerne bien. les hommes et puis ça permet ceux qui prennent en charge leur prostate arrivent quand même à vivre d'une manière assez paisible leur santé sexuelle également. Et puis aujourd'hui, le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus répandus parmi la gente masculine. Et la prévention, c'est avoir aussi une hygiène de vie, limiter la consommation de tout ce qui est sucrerie, le tabac, l'alcool, etc. Donc vraiment, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un problème aussi de la prostate. Il y a la prostatite, c'est une inflammation. Et il suffit de faire, par exemple, une échographie. Cette échographie permet d'identifier et de visualiser donc la prostate et pouvoir savoir s'il y a un adénome bénin, comme ça on peut le traiter. Et puis il y a également ce qu'on appelle la PSA qui permet d'avoir le taux de ce qu'on appelle aussi les marqueurs huméraux qui facilitent aussi la guérison et la prise en charge de cette maladie qui est le cancer de la prostate. Donc voilà, il y a deux aspects, c'est de faire une échographie et de faire Ce qui est sûr, voilà, PSA. c'est que tout comme pour la femme, le cancer du sein est combattu grâce à la prévention. Donc l'attitude préventive peut sauver aussi beaucoup d'hommes partout dans le monde et l'Algérie n'est pas en reste. Oui, Dans cet élan de prévention. Et puis la politique nationale de santé, à travers aussi le ministère de la Santé, ont réussi à modéliser en quelque sorte tout un schéma de prévention et pratiquement même par rapport à la santé du travail, beaucoup par rapport D'entreprises, y compris la nôtre, oui, qui font participent à cet élan. oui, chaque mois novembre bleu, il y a une prise en charge de cet aspect lié donc au dépistage du cancer de la prostate à travers une échographie, à travers
la PSA. Qui est tout le temps découvert fortuitement, c'est-à-dire toujours à travers un bilan sanguin pour autre chose ou alors un examen urinaire, et donc ça permet de découvrir que, Oui, que le problème, oui, voilà, absolument. que le Ça cancer commence est là. par les gens qui se réveillent la nuit tout le temps. Et les gens pensent généralement que ça a un rapport avec le diabète, ça a un rapport avec l'annexité, etc. Et finalement, avec le dépistage, les gens pratiquement diagnostiquent les premiers signes Se de découvre ce porteur problème du de santé. cancer de prostate. Voilà, Ouais. que ce soit le cancer, que ce soit des problèmes liés à la prostate, parce que... Oui, parce qu'il y a aussi d'autres soucis qui Oui. peuvent voilà, être détectés. Donc c'est ça les deux événements majeurs par Merci. rapport à cette semaine ou ce mois. C'est la semaine nationale mondiale, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, puisque l'Algérie adhère au réseau international de l'entrepreneuriat. Et cette année, c'est sous les auspices du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups, avec aussi le Conseil national du renouveau économique. Et donc, puis chaque Voilà, qui wilaya, accorde énormément d'importance au développement de ce secteur. et chaque effectivement. wilaya donc organise À la son semaine niveau. mondiale de l'entrepreneuriat. Et puis il y a Merci là, beaucoup, oui. Yazid. Merci. beaucoup. Je vous souhaite... Malik. Non, du tout, du tout. On peut continuer. Ou il n'y a pas qu'on leur commande un petit café, Yazid. Ben, pourquoi pas. Comme ça, vous allez me raconter le week-end qui a dû être beau, parce que vous vous êtes déplacé dans Ah un ouais, endroit oui. idyllique. Ouais, j'étais en immersion avec Dame Nature, C'est avec les magnifique. premières cueillettes des olives. Voilà. Ah, félicitations, félicitations, et bien sûr, une bonne récolte à tous ces agriculteurs, ceux qui nous honorent, notamment à l'étranger, qui nous proposent des huiles qui sont très compétitives à l'échelle internationale. Donc bon vent, bonne récolte à tous, et surtout bonne journée à Et clin toi. d'œil à Demois qui est à l'œuvre ce matin. Par Il continue exemple. également à cueillir les olives. Voilà. Eh bien, en parlant de cueillette, on est dans un mois qui est propice aussi à la culture du coin, ou plutôt à la collecte, comment dire, pas la collecte, c'est la récolte du coin. On récolte du coin. Et pas le coin, le coin qu'on mange, Coin. le coin avec un G, Coin. qui est ce beau fruit tout jaune et justement qui En est couleur qui est salamone. qui est mis en valeur. Oui, d'ailleurs, dans le reportage, Oui. on dit salamone, la couleur qui D'accord, est du saumon en fait. D'accord. Mais très les bien. gens de Meliana l'appellent salamone. Salam. بالعربية يقولوا salamone. Salam alaikum, Voilà, Méliana. paix sur vous. Alors, parce qu'il s'agira de vous dans un instant dans ce reportage signé Semia Bouharour qui nous parle justement d'une belle fête du coin. À Miliana, chaque saison apporte avec elle ses douceurs. Après la cerise, la plaque mine, c'est le tour des coins qui prime pendant l'automne. Alors nous sommes déjà à la 4e édition de la fête du coin qu'on a appelée Salamoun. Je veux dire Salamoun, c'est une pâte de coin, c'est la pâte de coin qu'on appelle Salamoun. Nos grands-mères l'appelaient Salamoun à cause de la couleur saumon. En arabe, c'est Salamoun, l'Arabia al-Fusha. Et puis c'est pour la sauvegarde de ce patrimoine, ce savoir-faire ancestral. Et on a remarqué que les habitants commencent à oublier cette vieille tradition qui a plusieurs siècles. On a des écrits du XVIe siècle où on lit que Miliana est connue par les coins pour d'excellente qualité. C'est une belle ville, on est en hauteur là quand même. Et il y a beaucoup d'arbres, c'est magnifique. Là on est dans un jardin public, je vois. Je viens de découvrir. On est rentré avec Zarnadia, c'était super. Et il y a beaucoup de femmes qui conservent le patrimoine algérien et ça fait vraiment plaisir. Donc on est content d'être là parmi ces femmes. On a goûté à toutes les confitures possibles. J'ai découvert de nouvelles confitures que je ne connaissais pas. Les confitures aux figues de Barbarie, confiture de coin bien sûr. C'est la fête. Elle est délicieuse. On a goûté le coin à toutes les couleurs. Ce qui m'a attiré le plus, en fait, il n'y a pas de choses spécifiques. C'est tout son art, sa culture, son patrimoine, son architecture, son parc. Tout est vraiment incroyable ici. C'est une ville qu'il faut absolument visiter au moins une fois dans une vie. La fête, les traditions, les coins, les confitures un peu partout.
Ça donne un charme. Ce fruit est souvent transformé en friandise connue par mahjoun tbassa ou pâte de coin, en confiture ou encore en gelée. C'est une passion pour moi. Donc j'ai préparé toutes sortes de friandises, de confitures aussi. Koulesh, c'est un fruit millénaire. Parce que les maisons à Miliana, c'est des maisons donc chaque famille ou qui chaque famille on trouve toujours de la confiture. Ce patrimoine culinaire ancestral préservé par ces artisanes continue à attirer les visiteurs et les touristes qui viennent découvrir ces produits du terroir et déguster de nouvelles saveurs. Pour la première fois, le cas de Ilham. On est tenté d'en regoûter, mais après, bon, faut laisser un petit peu pour les autres. Donc là, c'est vraiment excellent. Ça fond dans le palais. C'est pas sucré. C'est vraiment bon. Hein. C'est des doigts de fée qui ont fabriqué ça. C'est la gelée de fruits, de fruits frais. Hein. D'accord, ok. Oui. Donc elle est très bonne aussi. C'est de la poire, de la pomme aussi. Je vais pas prendre tout ça. Je vais prendre juste un petit morceau, histoire de goûter. C'est la gelée de fruits. La texture, elle est Très bien. Ça vous a marqué, donc ça coïncide, votre visite coïncide avec la fête du coin. Oui, de toute façon, donc on est venu d'Alger, donc spécialement pour visiter Miliana. Personnellement, c'est ma première visite à Miliana et vraiment, je suis pas déçue. Au contraire, je découvre beaucoup de choses et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le nombre de femmes qu'il y a ici. On a ramené un groupe à Miliana. On collabore avec les enfants de l'association de Miliana à chaque fois qu'on vient. Les gens aiment venir à Miliana, ils ne savent pas c'est quoi les coins. Ils découvrent avec nous c'est quoi les coins, c'est quoi la confiture des coins. Donc on est là pour dire aux Algériens de sortir, de voir notre pays est super beau. C'est au cœur de cette belle nature aux couleurs pastel que les coins sont joliment présentés. Un vrai régal pour les yeux et le palais. Merci Samia Bouharour de nous avoir fait vivre justement cet événement. Les Milianais sont connus pour être de véritables jaloux de leur patrimoine et puis ils les encouragent depuis pas mal d'années par le biais de ces festivités, l'agriculture dans leur région. Chapeau bas. Et vive les femmes aussi, parce qu'elles étaient en nombre, on nous l'a dit à l'instant. Donc, une femme vient de s'installer, justement. Il s'agit d'Ania Sohir, notre médecin, nutrithérapeute, qui nous délivre tout le temps, les dimanches, des conseils ô combien précieux. Bonjour, Ania. Bonjour, Nadia. Ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. On va juste donner le thème de la rubrique d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, l'obésité et le surpoids, comment les prévenir et surtout les grandes lignes de la prise en charge. Très bien. On va le faire tout de suite après ceci. Voilà, l'obésité. Un casse-tête chinois aujourd'hui. Exactement. L'obésité qui est un fléau, le fléau du siècle, qui est à la base de plusieurs maladies. Donc, qu'est-ce que l'obésité déjà? L'obésité, pour la majorité des personnes, c'est le poids qui est plus important par rapport à la taille. D'ailleurs, on utilisait beaucoup l'indice de masse corporelle pour estimer cette obésité. C'est-à-dire le poids sur la taille au carré. Si c'est plus que 25, c'est déjà un surpoids, plus de 30, c'est de l'obésité. C'est toujours d'actualité, mais on se concentre moins sur cet indice-là pour définir qu'est-ce que l'obésité. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'athlètes, de sportifs qui ont un poids assez important, mais qui ne sont pas obèses, même par rapport à leur taille. Très bien. Pourquoi? C'est du muscle. C'est du muscle. C'est donc 100% muscle. Exactement. Et ils n'ont pas de maladies forcément qui sont liées à l'obésité. Donc, comment on définit réellement actuellement l'obésité? C'est la masse grasse, le pourcentage de masse grasse qui est beaucoup plus important par rapport à la normale et par rapport à la masse sèche. On a la masse sèche, tout ce qui est poids en dehors
du tissu adipeux, du tissu gras, et il y a la masse grasse. C'est-à-dire les os, les muscles. Exactement. Voilà. Et justement, il y a des appareils qui sont Actuellement, utilisés ils sont par partout dans plein de nutritionnistes ou nutrithérapeutes, comme la bioimpédance métrique, qui va nous donner justement ce taux de masse grasse qu'il y a dans le corps et définir si vraiment la personne a une obésité. Mais c'est aussi la répartition de ce tissu adipeux, la répartition de ces graisses dans le corps. C'est-à-dire que si c'est homogène, un petit peu du gras sous-cutané, on va dire, qui est homogène par rapport sur tout le corps, ça va avoir moins d'effets néfastes. Alors que si c'est de la graisse abdominale, par exemple, ou bien localisée sur certaines parties du corps, comme les hanches, etc., là, ça devient problématique pour la santé. Donc là, c'est la définition de l'obésité. Docteur Agnès Ril, on m'a toujours dit justement que la graisse abdominale était la plus dangereuse et celle qu'il fallait vraiment éliminer en premier ou surveiller du moins avec un médecin ou un nutritionniste. Exactement, exactement, car elle est liée au risque, elle donne plus de risques de maladies cardiovasculaires déjà, de dyslipidémie et d'hypertension artérielle. Aussi, parmi les risques d'ailleurs de l'obésité, on voit aussi le diabète de type 2, voilà, qui apparaît généralement à un âge un petit peu plus avancé, un peu plus avancé, mais de nos jours, même les adolescents et les jeunes adultes commencent à présenter des pathologies qu'on voyait autrefois chez des personnes plus âgées. Moi j'ai envie de dire les enfants, parce qu'il n'y a pas que les adolescents, il y a certains enfants qui souffrent d'obésité depuis quelques années. La malbouffe, non? Bien sûr. On va arriver justement on reste d'abord sur les risques. On reste sur les risques. Voilà. Donc les risques, c'est tout ce qui est maladie cardiovasculaire, comme on l'a dit, dyslipidémie. Il y a aussi les AVC qui donnent un taux de mortalité très élevé et qui sont aussi l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Et rien que ça, déjà, c'est beaucoup. Ajouter à ça le diabète, mais ce n'est pas que le diabète de type 2, mais aussi toutes les conséquences du diabète, toutes les macroangiopathies, les microangiopathies, tout ce qui touche au cerveau, tout ce qui touche, par exemple, le pied diabétique, tout ça, toutes ces maladies, on peut les regrouper dans les risques liés au diabète. Et on peut aussi rajouter la dépression, qui est souvent une conséquence de cette maladie, qui est une vraie maladie inflammatoire. C'est un état inflammatoire du corps et qui peut être chronique pour certaines personnes. Voilà. Qui dit dépression dit boulimie dans certains cas, n'est-ce pas? Exactement. Ça fait partie des troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie d'ailleurs ou la boulimie. Le lien est souvent émotionnel. Donc on va voir ça parmi les causes, mais effectivement ça a un lien avec la boulimie et Allez, voilà, je vous en prête le mot. Et on va reposer la question suivante. Donc, poser plutôt la question suivante. Quelles sont les causes de l'obésité? Les causes de l'obésité. Alors, déjà, on va commencer par une cause qui est évidente. Il y a un lien très fort. Avant, ce n'était pas tellement pris en considération, mais actuellement, si. C'est vraiment l'état émotionnel. Mais moi, je mettrais l'état émotionnel d'un côté et le stress de l'autre. C'est-à-dire, le stress, c'est évident. On voit le lien biochimique qui s'enchaînent pour arriver au stockage des graisses. Mais il y a aussi vraiment un lien émotionnel, la dépression, l'abandon, beaucoup d'états émotionnels, un deuil par exemple, qui vont être le déclencheur de l'obésité. Si vous interrogez pendant l'anamnèse d'un patient qui souffre d'obésité, on va souvent retrouver dans ses antécédents un problème psychologique, un état émotionnel de ce type. Il y a aussi le stress, on en arrive, le stress qui va faire augmenter le cortisol, et le cortisol va aussi engendrer un pic d'insuline, etc. Et forcément stocker plus de sucre. Et c'est ce sucre-là qui va devenir du gras une fois que les réserves en sucre du foie, le glycogène, sont saturées. Le sucre en surplus va être transformé en triglycérides. Et c'est donc le sucre, à la base, les glucides, qui vont être l'origine de ce surpoids, de ce tissu adipeux qui est développé. Contrairement à cette idée reçue qu'on a que c'est par exemple les matières grasses, le beurre, les huiles qui vont nous donner ce surpoids. La cause principale, c'est les glucides. C'est ces glucides-là
qui donnent ce pic d'insuline-là, qui va faire stocker plus de sucre dans le foie, et le surplus va être transformé en tissu adipeux localisé un petit peu partout dans le corps. Et par contre, les matières grasses, l'huile d'olive par exemple, l'huile de colza, c'est nécessaire pour le fonctionnement de notre cerveau, pour la membrane cellulaire, et ce n'est pas vraiment la cause principale de l'obésité. Donc le sucre, on vient d'en parler, il y a le facteur émotionnel et psychologique. On peut parler aussi de tout ce qui est industriel, de toute la malbouffe comme vous venez de le dire. Pourquoi? Parce que c'est des aliments qui ne contiennent pas de fibres. Les fibres ralentissent l'absorption de sucre et donc elles donnent moins ce pic d'insuline. Le sucre est absorbé plus lentement. Le sucre qu'on trouve dans un fruit, c'est on peut dire un bon sucre parce qu'il y a des fibres qui ralentissent son absorption, qui font qu'il y a moins ce pic d'insuline et donc il y a moins tout cet enchaînement qui mène vers le tissu, vers l'augmentation de la masse grasse. Donc le sucre, c'est le premier ennemi de l'obésité, plutôt du poids de forme, car on parle de poids de forme d'ailleurs, et non pas de minceur ou le but n'est pas esthétique, c'est vraiment de se sentir en forme. Il y a aussi la cause héréditaire. Là, c'est autre chose. Là, on va trouver en général un surpoids ou une obésité qui est familiale, mais ce n'est pas fatal. C'est-à-dire, il ne faut pas être fataliste et dire oui, c'est familial, donc on ne peut pas s'en sortir. Non, non. Les régimes adaptés pour ces personnes-là donnent des résultats. C'est juste que ça sera plus difficile pour ces personnes-là d'avoir un résultat. Il faudrait plus d'efforts et une prise en charge un peu plus longue sur le long cours pour avoir un résultat, contrairement aux personnes qui n'ont pas ce problème héréditaire, d'obésité héréditaire ou de surpoids héréditaire dans leur famille. Voilà. On en arrive au volet de la solution. On arrive à la prise en charge. La prise en charge, vous venez de citer le mot-clé. Et donc, pour cette prise en charge, on est tenté, hein, docteur, de se dire, voilà, j'ai grossi, je vais faire du sport, je vais maigrir. Est-ce que c'est le bon schéma? Ou quel est le meilleur schéma, justement, pour se débarrasser de l'obésité? Quel est le chemin à suivre? Exactement. L'obésité, la stratégie thérapeutique, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en charge ce patient-là juste avec un régime ou juste avec l'activité physique. C'est vraiment un tout. C'est-à-dire on doit associer les deux. On doit associer... Si ce n'est pas les trois. Exactement. Le côté psychologique. Le côté psychologique est très important. Oui. C'est pour ça que j'ai dit multidimensionnel. On en arrive. Donc, il y a d'abord la prise en charge médicale. Quand on arrive chez un nutritionniste, il va falloir faire déjà un bilan, un constat. Est-ce que c'est un surpoids? Est-ce que c'est une obésité? Est-ce que c'est une obésité morbide? Faire un bilan médical pour voir quel est le retentissement de cette obésité sur les organes vitaux, faire un bilan par exemple de cholestérol, de triglycérides, le taux de glycémie, pour voir est-ce que ces paramètres-là ne sont pas perturbés et traiter chaque pathologie qui peut être liée justement à cette obésité. C'est quelque chose de primordial. Ensuite, instaurer un régime. Mais en nutrithérapie, avant tout régime, nous allons commencer par ce qu'on appelle une détox. Oui, le corps se détoxifie par lui-même, n'a pas besoin forcément de médicaments pour se détoxifier ou quoi que ce soit, mais on peut l'aider en instaurant des infusions, des salades avant chaque repas, et ça quelques semaines avant le début de ce régime-là. D'accord. Pourquoi? Tout simplement pour l'aider à mieux détoxifier, mieux éliminer les toxines qui sont souvent stockées dans les graisses, qui vont être libérées par la suite au cours du régime. Quand on va libérer ce gras-là, quand il va se dissoudre, il va libérer aussi des toxines qui vont être éliminées. Donc on va l'aider avec des aliments sains, des infusions, une cure détox de 3 semaines. Ensuite, on va commencer le régime. Il y a plusieurs régimes. Le foie aussi, il faut faire la détox du foie en parallèle ou Oui, pas? oui, la détox, c'est une détox déjà qui est plutôt générale, mais justement, le foie ici est au cœur du sujet. Donc oui, on peut commencer par ce côté-là. Il y a plusieurs infusions qui sont conseillées avant de commencer le régime qui ne doit absolument pas être strict. C'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes font cette erreur de choisir un régime hypocalorique strict, diminuer les apports caloriques de façon drastique et
écarter un peu trop les repas, avoir cette sensation de faim, alors que la sensation de faim va stimuler la gréline et ça va enchaîner un cercle vicieux et ça va faire un effet yo-yo. Donc quand on prend en charge l'obésité, on va choisir un régime qui est adapté, qui n'est pas strict et surtout il ne faut absolument pas que la personne ait faim, tout simplement. Il faut apporter à chaque 4 heures, par exemple, la personne doit manger quelque chose si elle a faim. Mais un repas sain, ne favorise évidemment. pas la On va production d'abord de commencer par un régime qui va diminuer, qui va nous aider, une sorte de régime d'attaque. Il y a plusieurs types de régimes. On va choisir par exemple le régime cétonurique qui va nous aider à déstocker les graisses. Ce régime-là, il y a beaucoup d'erreurs qui se font chez les individus. Ce régime-là n'est pas peut-être dangereux s'il dépasse 3 à 4 jours. Pourquoi? C'est un régime qui est hyper protéique. On va enlever tous les glucides qui vont se transformer en mauvaise graisse par la suite. On va laisser seulement la volaille, le poisson, les viandes, les légumes. On va enlever les fruits, on va enlever le pain, l'amidon et les féculents sont vraiment la cause de ces mauvais glucides qui vont se transformer par la suite. Donc on va enlever pendant 4 jours, tout ce qui est pendant 4-5 jours, tout ce qui est féculent, tout ce qui est riz, tout ce qui est pain blanche. Exactement, le pain, le riz, les pâtes, le sucre ajouté, on va enlever tout ça. On va laisser les protéines, les œufs, on va laisser tout ce qui est viande, le fromage. Et en quantité, on peut en manger autant qu'on veut, n'est-ce pas, docteur? En quantité illimitée et à chaque fois que la personne a faim, elle peut se servir à volonté. À satiété. Voilà. Exactement. Ça va durer que 4 jours. On va surveiller la cétonurie avec des bandelettes urinaires. Et une fois qu'on arrive à ce déstockage complet du glycogène, on va pouvoir réintroduire doucement des glucides, des aliments beaucoup plus... des glucides, mais de façon saine, c'est-à-dire avec des portions adaptées à l'assiette santé. Voilà. On va instaurer les habitudes, mais c'est comme si on repartait à zéro et voir quel est l'aliment qui va avoir l'indice glycémique le plus bas et commencer avec ça. C'est un des régimes qui est utilisé. Puis, bien sûr, instaurer une habitude au long cours, un suivi au long cours, aller doucement. Mais ça, il y a beaucoup d'autres régimes comme le régime Slim Data. On va peut-être développer davantage ceci la semaine prochaine, Ania Srib, dans la mesure où c'est tellement dense. Peut-être que là, on a compris les causes, on a compris un petit peu l'origine de l'obésité, les causes et le premier pas vers la guérison. La semaine prochaine, on va essayer de développer autour de ces régimes et développer le côté nutrithérapie, n'est-ce pas? Oui. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est un sujet important. Merci infiniment pour cet éclairage. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Un dernier mot comme ça pour les personnes qui sont dans le risque. C'est pour leur santé, car l'obésité, ce n'est pas qu'un surpoids, ce n'est pas que du gras en plus ou un problème esthétique. Ça peut donner vraiment plusieurs pathologies. D'ailleurs, les cancers font partie de ces pathologies. C'est un état inflammatoire. Qui dit état inflammatoire dit prédisposition à des risques beaucoup plus importants. Et donc, ça devient un risque vital. Et donc, pour éviter tout ça, pour nos proches, pour nous-mêmes, il faut faire cet effort-là. Nombreux sont les nutrithérapeutes, nombreux sont les nutritionnistes qui communiquent. Merci beaucoup Ania, qui communiquent à travers le livre, à travers aussi bien sûr leur présence sur la toile. Et bien sûr, nombre des visiteurs du SILA, le Salon international du livre d'Alger, ont dû profiter de cette opportunité pour avoir une collection bien étoffée dans ce domaine en particulier, mais non pas seulement dans ce domaine, mais dans tous les domaines confondus. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Lamia Boudbouda, qui était sur place justement au livre africain et à travers l'espace justement panafricain. Elle nous dresse un petit peu le topo par rapport à cette participation au SILA. La littérature africaine est mise en exergue tout au long de la tenue du SILA. Les amoureux de lettres africaines attendent avec impatience ce rendez-vous pour découvrir de nouvelles plumes. Les éditions APIC, une maison d'édition algérienne tournée vers l'Afrique, à travers un large éventail de romans représentatifs de la nouvelle littérature subsaharienne.
chaque écrivain écrit quelque part. On dit que le romancier n'écrit qu'un seul livre en vérité, parce que c'est aussi de l'autobiographie. Donc on est passé du sujet de la colonisation, mais au sujet de la post-colonisation, post-indépendance. C'est aussi des sujets sociétaux en fait. Et donc, et l'Afrique, c'est pas qu'une seule langue, vous imaginez. Je vous ai parlé du cas du Cameroun tout à l'heure. Rien qu'au Cameroun, il y a 200 langues, vous vous rendez compte? Et comment écrire dans toutes les langues? Donc, les sujets sont variés. Les sujets, c'est l'homme, tout simplement. C'est l'homme, tout simplement, dans son cadre, dans son temps et dans son espace. Et les littérateurs africains, aujourd'hui, écrivent dans leur temps et dans leur espace. Il y a une nouvelle génération d'écrivains, ça il faut le souligner, c'est très important, que ce soit Goz, comme Khalil au Sénégal, mais aussi Diadier au Mali. C'est une jeune génération qui a aujourd'hui à peine une trentaine d'années et qui cherche sa place, mais qui la trouve aussi. Cette maison d'édition essaye d'accroître la visibilité de la littérature africaine en collaborant avec d'autres éditeurs africains. On publie de la littérature africaine depuis qu'on a commencé, mais on a créé des collections en fait. On a la collection Résonance, dans laquelle se trouve aujourd'hui une bonne quinzaine d'auteurs africains, souvent francophones. Et on a créé aussi dans la collection Terre Solidaire aussi. C'est une collection où plusieurs éditeurs africains se concentrent sur un auteur qu'on choisit entre éditeurs africains et qu'on publie dans plusieurs pays en même temps. C'est-à-dire qu'on donne la chance au même auteur d'exister en Algérie, mais aussi au Mali, au Sénégal, au Togo, au Bénin, etc. Vous avez la collection Terre Solidaire maintenant, il y a 5 ou 6 titres. Le dernier d'ailleurs, c'est Goz, le romancier ivoirien. C'est la jeune génération maintenant. Donc on est passé à une génération qui écrivait dans les années 70, 80, 90. Je prends le cas du Tierno Moninambou, Sami Tchak, Tanila Boni, du Philippe d'Alembert. Mais aussi dans la même collection, on a intégré des auteurs algériens, comme Rabih Bilamri, le regretté Rabih Bilamri, le regretté Hamid Skif aussi. Et l'idée, il y a même dans la collection Terre Solidaire, le jeune romancier Yaman qui est tunisien. Donc voilà, c'est donner de la voix à des littératures et entre guillemets maghrébines, mais aussi subsahariennes, mais aussi de l'Afrique du Sud, etc., pour essayer de donner une unité linguistique sans frontières de cette littérature africaine qui voyage. Priscilla Manga Dinisha est une jeune nouvelliste camerounaise qui éditera pour la 2e fois en Algérie son recueil de nouvelles intitulé « Essi » chez les éditions Delimen. Des récits courts mais puissants pour parler des maux de la société. J'ai publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle « Essi ». Il est sorti prix continent des pages africaines aux éditions Iroko, une maison d'édition béninoise basée en France. Donc le livre en fait il aborde plusieurs sujets, c'est un recueil de nouvelles, de 10 nouvelles. Il aborde la violence faite aux femmes comme le viol incestueux, l'immigration clandestine et puis ce genre de sujet-là, voilà. À travers le récit, les auteurs africains éclairent les multiples facettes de la vie africaine, offrant aux lecteurs une compréhension plus profonde des complexités du continent, marquant ainsi de manière indélébile la littérature mondiale. Voilà, nombreux sont les supports justement publiés, plutôt les contenus publiés dans différents supports justement. Le livre en fait partie, mais les revues également. Dans un instant, on va mettre en relief une revue qui est née il y a déjà plus de 20 ans, je pense,
Et donc, sa créatrice, la fondatrice de cette revue est parmi nous, à travers sa présence justement dans la rubrique Djelia DZ. Donc, Djelia DZ qui met en relief toutes ces Algériennes et ces Algériens qui réussissent ici et ailleurs. Donc, c'est avec Fella Benour dans un instant après ceci. Ah, bonjour Fella. Vous êtes déjà à l'antenne, on va dire bonjour. J'ai bien compris. Comment ça va? Ça va très bien. Donc, comme tu l'as expliqué, Radia, il s'agit du Salon du Livre, mais pas que. Il s'agit aussi, je dirais, d'une militante. Parce Absolument. Il se trouve que Hassina Hadj Sahraoui est une des premières qui a lancé une revue pour les Algériens établis à l'étranger, notre communauté algérienne à l'étranger, la revue Selama, qui a plus de 30 ans, je crois. Elle est 27 ans. 27 ans, oui, je n'étais pas, voilà. pas très loin. J'étais pas très loin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hassina Hadj Sahraoui, ravie de vous recevoir aujourd'hui dans Djelia.dz. Vous terminez le salon du livre, c'était hier, donc c'était la clôture. Vous êtes là depuis le début. Cette année, comment vous l'avez trouvé, le salon? D'abord, bonjour à tout le monde et bonjour aux auditeurs et aux lecteurs, enfin aux lecteurs aussi, hein, parce qu'on les a beaucoup reçus. Et merci pour votre invitation. Oui, le salon est terminé hier, un peu tard, mais ça va. Écoutez, il y a eu beaucoup de monde, énormément de monde. Ça se prolonge jusqu'à 22h, on m'avait dit. Ce week-end, oui, jusqu'à 22h. Ouais. Depuis jeudi jusqu'à hier. Hier, on n'est pas resté tout à fait jusqu'à 22h parce qu'on commençait à débarrasser nos stands. Et donc, mais sinon, il y a eu énormément de monde. On le sait bien maintenant. Vous êtes un peu triste? Oui, un petit peu parce que, c'est-à-dire, c'est les rencontres. Il y a eu de très belles rencontres. Et on a revu aussi des gens comme chaque année, ou des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Même les écrivains, ils étaient ravis parce qu'ils ont rencontré des amis à eux. Bon, moi je parle des écrivains qui étaient sur mon stand, que j'ai ramené en Algérie, des Algériens qui sont établis en France. Et donc du coup, ils ont retrouvé, il y a une écrivaine qui a retrouvé des amis de très très longue date et que c'était très émouvant. Samia Chaban, elle ne vient pas souvent, elle est venue dernièrement pour enterrer Allah yarhamha, sa maman, que je connais très très bien. Et comme c'est une fille de shahid, donc elle était très émue. D'ailleurs, elle a vu des personnes avec qui elle était à l'université et même peut-être au lycée. C'était très émouvant. Ça, c'était le côté très agréable. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, etc. De partage. De trouvailles, de retrouvailles, donc. Exactement, exactement. Donc ça, ce côté-là, c'était magnifique. Bon, il y a eu énormément de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, parce que je pense qu'ils ont mis des transports à leur disposition. C'est pour ça que cette année, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de monde que l'année dernière. Je le confirme. Et bon, c'est vrai que il y a des comment dirais-je, il y a des livres quand ils sont subventionnés, les gens achètent, évidemment. Énormément. Mais il y a des livres aussi qui ont été édités à l'étranger. Et ça, c'est quand même un petit peu compliqué. On les attendait d'ailleurs. En tous les cas, nous, on a fait quand même, on a vendu même 10 ans à perte, quelque part, rien que pour faire plaisir aux lecteurs, parce qu'il y a eu un engouement sur ce côté-là. Oui. Voilà, ils ont eu une curiosité. C'est vrai que nous, on a pratiquement tout vendu. Il n'y avait pas des tonnes ou des quantités énormes de livres, mais ça s'est très bien passé. Madame Hadj Sahraoui, on parlait tout à l'heure d'auteurs et primo-auteurs aussi. Donc cette année, c'est particulier. Il y a beaucoup d'auteurs, des Algériens établis à l'étranger. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Donc dans votre stand d'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs, dont Smaïl Chertouk plutôt. Oui, Smaïl Chertouk qui a fait l'Algérie. Tu l'aimes ou tu la kiffes. Oui, il y avait Smaïl Chertouk avec ce titre-là, ce livre-là qui était magnifique. C'est avec beaucoup d'humour. C'est une réponse à un ancien président français qui disait l'Algérie, la France, vous l'aimez ou vous la quittez. Donc lui, il a répondu d'une manière très, très humoristique. Très belle photo de Sarah
de Sarah. L'illustration, Et c'est les une Algérienne aussi, illustrations. Il a une jeune essayé de artiste. revenir en arrière des anciens qu'on a un peu oubliés pour la jeunesse. C'est très important et surtout pour la communauté algérienne établie en France. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout la jeunesse, ils connaissent C'est des pas. repères aussi. C'est des repères. Smaïl Chertou, que je vais recevoir prochainement, ici même. Et puis c'est facile à lire, on rigole énormément. On rigole parce qu'il fait rappeler des mots populaires. Des mots avec beaucoup d'humour, et ça c'est magnifique. Qui font partie et aussi c'est à de la cette portée société. de tous. Absolument. Voilà. Il y a aussi une autre écrivaine qui était aussi qui a mis en avant cette culture et ce patrimoine algérien. Tout à fait. C'est Samia Chaban qui a donc sorti son livre Les récits d'Alger et d'ailleurs. Et c'est des récits, c'est un peu une autobiographie. Et en même temps, elle raconte, parce que c'est une fille d'un shahid, elle n'a pas connu tellement son papa, parce elle avait 3 ans, je crois, à peine. Et du coup, elle a été un peu à la recherche. Elle est venue une fois, elle tenait absolument en Kabylie, en montagne. Elle a fait des recherches après son papa. Elle a essayé de trouver des témoins et elle a rencontré un seul qui a bien connu son papa pendant le maquis. Donc beaucoup d'Algériens qui relatent un petit peu cette histoire familiale et histoire coloniale aussi. Exactement. Et beaucoup de maisons d'édition aussi ont travaillé avec des auteurs Tout à fait. qui sont établis à l'étranger, dans Hind Sawyer aussi, pour Caspa Édition, algérienne, Exactement. de mère en fille, voilà. qui est aussi dans ce sens. Oui. Une recherche et une quête d'identité, des repères. Il y a tout ça dans ces Bah dans oui, ces parce livres. que quand on arrive à un certain âge, on a envie de transmettre après à ses enfants. Donc on a envie de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, bon, elle a vécu avec la transmission, elle a vécu avec son importante. grand-père, sa grand-mère, et donc ils lui ont raconté plein de choses. Sa maman, elle a été veuve à l'âge de 25 ans, elle était enseignante de la langue arabe, etc. Et là, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, et on essaye de comprendre réellement ce qui s'est passé, et en même temps de transmettre à ses enfants, parce qu'elle a 3 enfants. Vous-même, Hassina Sahraoui, vous avez aussi une histoire particulière, notamment la période coloniale. Oui, oui, ma mère nous racontait. Nos mamans ne parlaient pas beaucoup sur cette période-là. Ils ont tout gardé enfoui à l'intérieur de leur cœur. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ils n'ont pas la pudeur. Il y a pas, jamais ils ont montré de la haine ou quoi que ce soit. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Ou de la douleur. Ou de la douleur. Même de la Ils sont douleur. restés figés là-dessus, et puis point final. Et puis, au fur et à mesure qu'on pose des questions, on essaye de comprendre, nous les enfants, on nous raconte par bribes des situations, des histoires. Et donc, moi, c'est vrai, ma mère nous racontait que j'avais une sœur qui était plus âgée que moi, c'était la plus grande, Chefia. Elle avait 4 ans, et ma mère faisait de la galette. Parce que même pendant la période coloniale, il y a beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas été de Djebel, ils ont quand même contribué parce qu'ils faisaient à manger aux Moudjahidines. Elle nous expliquait qu'elle faisait la couture des vêtements, le camouflage et tout ça à la maison. Les drapeaux, etc. Et donc elle faisait de la galette et elle a donné un petit bout à ma soeur, Allah yarhama. Et elle est allée devant la porte. Elle s'est assise sur le trottoir en train de manger, puis il y a eu un colon, un militaire avec un camion, soi-disant qu'il n'avait pas vu. Elle n'avait que 4 ans, faisant des marches arrière, comment dirais-je, il l'avait écrasée, elle criait, puis il entendait, certainement, parce que j'avais une cousine qui la voyait de loin, parce qu'elle venait comme par hasard à la maison. Elle courait, elle disait arrêtez. Puis quand elle l'a tiré en dessous de la roue, le fait de l'emmener après au dispensaire, elle était morte.
Je rappelle que vous êtes né dans la région d'Al Olma. Oui, là où il voilà, de exactement. De Sétif. Voilà. Bébé. À l'époque, on l'appelait Saint-Arnaud. C'est une région qui était très coloniale. Très coloniale, qui a subi les affres du colonialisme. Énormément. Et des terreurs aussi. Donc, tout à fait. Et puis mon père nous racontait, il a été plusieurs fois arrêté, torturé. Il nous disait qu'il nous mettait dans les parterres ciment avec de l'eau et puis il les tapait d'électricité, etc. C'était très très douloureux. Et c'est pareil, même mon père, il n'a jamais voulu être... il n'a jamais montré avec la douleur, même quand il a commencé à nous raconter parfois, il racontait ça avec le sourire, quoi. Le sourire, parce que c'est un devoir. Voilà, c'était un devoir, c'était comme ça, il fallait y aller, il fallait contribuer. Vous-même, bébé, vous avez... Oui, ma mère me racontait qu'un jour, mon père lui dit, on nous a indiqué que aujourd'hui, ils vont débarquer dans les maisons, etc. Et il lui a dit, surtout, les documents, etc., il faut absolument les cacher. Et ma mère, elle a eu l'idée de les prendre, de les mettre dans les journaux ou de les mettre filgmata, comme on disait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de couches comme maintenant Pampers ou autre. Elle les mettait dans les carrés de couches en tissu blanche, là. Elle les pliait, elle a mis une ou deux, et puis elle me les mettait dans ma... Elle me les mettait dans ma filgmata. Et à l'époque, ils sur les cuisses, etc. C'était extraordinaire. Donc on ne voit pas du tout, elle cachait tout ça. Et puis j'étais dans le landau et elle m'a dit, effectivement, à la maison, enfin, dans le quartier, etc. Et quand ils sont rentrés, ils cherchaient après mon père et puis ils ont tout cassé, fait tomber tout, les armoires, etc. Et ils étaient avec un chien, le berger allemand. Et il paraît que ma mère est restée figée. Elle ne disait pas un mot. Elle fixait le landau et le chien allemand, il venait vers le landau. Et elle avait une double peur, parce qu'elle avait peur pour les documents et en même temps, elle avait peur aussi pour moi. Donc, en même temps, il va l'avaler, il va avaler les documents. Vous avez grandi elle est avec... restée fixée. C'est incroyable. J'ai dit quel courage, quel courage. Vous avez grandi avec ces valeurs algériennes. Voilà. Aujourd'hui, vous faites les allers-retours. Vous avez fait une formation, vous avez fait de l'entrepreneuriat, une formation dans la communication. Vous avez eu un parcours atypique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez gardé en vue et vous n'avez pas perdu de vue cette Algérie que vous aimez. Jamais. Que vous aimez tant. Et les causes pour lesquelles vous vous consacrez aussi, dont la cause sahraoui. D'ailleurs, vous avez fait plusieurs déplacements là-bas, vous manifestez souvent. Maintenant, Gaza, qui est aussi... mais depuis 1994, Gaza, vous sortez vous sortez, on allait, avec d'autres personnes. Manifester, et ça, c'est important pour vous. Oui, je suis très imprégnée par tout ça. C'est incroyable. Maintenant, quand je sais que ma mère, l'histoire qu'elle me racontait par rapport aux documents qu'elle cachait, tout ça pendant la guerre, je comprends maintenant pourquoi j'ai ce temps d'abord, pourquoi j'aime l'Algérie autant. Vous êtes parti en 1976, je rappelle. Oui. Et pourquoi je milite comme ça? Parce que finalement, j'ai toujours été pour les causes justes, que ce soit au niveau familial, qu'au niveau dans ma vie de tous les jours, et puis pour ces problèmes de Gaza, de la Palestine, c'est-à-dire que je ne suis pas le genre qui parle. Je peux parler de ça, mais en même temps, je sors le terrain. Vous sortez sur le terrain, vous mobilisez. Dernièrement, à Paris, il pleuvait à torrent. Moi, j'ai appelé les gens à droite, à gauche. Il faut y aller, il faut y aller. On me disait oui, mais... Malgré l'interdiction. Voilà, malgré l'interdiction. Et puis, on me dit, mais il pleut à torrent, on va essayer, on va essayer. Moi, il pleuvait, j'étais mouillée, je suis tombée malade, mais j'y étais quand même. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas ne pas y aller. Et pour le Sahara, c'est pareil. C'est grâce à Madame Haddad Mounira, Allah yarhama, elle a beaucoup travaillé à Tindouf pour les réfugiés et tout ça.
Et c'est comme ça, j'y allais. Dès qu'on me dit il faut y aller, est-ce que pour le soutien des Sahraouis, j'y vais sans problème, même si c'est au bout du monde. Pour terminer, juste un mot sur l'Algérie, cette ouverture aussi, il y a beaucoup de volonté de travailler avec les Algériens établis à l'étranger. Il y a des discours, il y a beaucoup de retours aussi. C'est vrai. Juste rapidement, Hassina Hadj Sahraoui. Effectivement, le président, je l'ai entendu plusieurs fois, il parle beaucoup des Algériens établis à l'étranger. Il leur donne une certaine importance. C'est très important. Une grande importance même, je dirais. Oui, même une grande importance. Effectivement, même surtout sur le plan économique. On a des têtes partout dans le monde. On a des gens, des Algériens extraordinaires, des Algériens qui, franchement, qui peuvent énormément contribuer pour l'Algérie, qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent être très utiles. Simplement, il reste encore des problèmes administratifs, des problèmes. Il y a du chemin à faire, on va dire. Il y a encore du chemin à faire. La volonté y est. Les compétences sont là. Voilà. Nos compétences locales aussi sont là. Exactement. Il reste qu'à travailler et il faut entourer les. Et rester unis autour de cette Algérie. Tout à fait. Il y a encore des chemins caouteux, mais quand même, il faut avoir de la volonté. Il faut aimer ce pays pour accepter aussi tout ça. Tout ça y est. J'espère. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Hassina Sahraoui pour ce partage. On espère vous revoir à bientôt. Inch'Allah. Avec plaisir. À très bientôt. Donc. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous remercie. Et à Canal. Merci beaucoup Fella et merci également à Madame Hassina Hadj Sahraoui pour ce témoignage très émouvant. Donc restez avec nous mesdames et messieurs, on continuera de parler de Sila dans un instant avec Hassan Arabe. Nous recevrons également Samira Hadj Amar qui va nous emmener droit à Sétif, justement la ville natale de notre invité de la matinale, pour découvrir les vestiges de Kwikul, l'antique Kwikul du Mila en l'occurrence. Alors merci de rester avec nous après cette chanson. Elle est si
Interprété Anna Jazairi, il est algérien et il sera mis en valeur ce matin, donc puisqu'il s'est éteint justement après une vie vraiment consacrée à ce pays qu'il aime tant, l'Algérie. Il s'agit en l'occurrence du Moudjahid Raphaël Villard dont parlera ce matin notre ami Hassan Arab qui lui rend hommage. On va mettre de côté le Silla, on va se consacrer à cette personnalité, n'est-ce pas? Ah oui, c'est voilà, un homme qui s'est engagé au service de la révolution algérienne d'une manière désintéressée. Il s'agit de Raphaël Villard Luc, qui avait comme nom de guerre Sermisti. Et on va découvrir justement toute la contribution de cette personnalité remarquable. Dans un instant, le temps de dire bonjour à Samira. Bonjour, bonjour à tous. Ça va, Samira? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je suis ravie qu'il parle de l'aïrmo Raphaël Luc Villard. Il a apporté beaucoup à l'Algérie et on lui doit beaucoup. Très bien. Voilà. Voilà, dans un instant, nous parlerons avec vous de Kwikul, l'antique Kwikul de Djmila. Oui, d'un chef-d'œuvre produit par la télévision algérienne en 1973 par le réalisateur Laïrhmo aussi, Ben Ammar Barti, très connu aussi pour le clandestin entre autres. Très bien, on va déroger à la tradition, si vous permettez Samira, aujourd'hui. Oui. Honneur d'abord à l'histoire. Avec plaisir. Et c'est après ceci. Et on ouvre une page d'histoire avec vous, Hassan, pour justement parler de ce Moudjahid émérite qui s'est éteint. Justement, à quel âge? À l'âge de 86 ans. Il est né en fait en 1938, le 15 décembre 1938 en Espagne. Et puis, à un certain moment, après la guerre, la fameuse guerre donc, civile espagnole, il s'est opposé au régime de Franco. Il va se retrouver en Algérie en tant que réfugié. L'Algérie, alors colonisée, il arrive, il sera enrôlé ensuite au sein des légionnaires. Il va faire le Vietnam et puis il revient en Algérie. Toujours dans le cadre des légionnaires qui vont faire, nous savons qu'ils vont faire qui vont commettre les pires exactions pendant la guerre de libération nationale. Donc il va faire partie d'un régiment stationné alors à Skikda et un jour il décide d'ouvrir le magasin des armes à l'ALN, à l'Armée de Libération Nationale de la Wilaya 2, qui était sous le commandement à l'époque de Saleh Boumender, dit Salt al-Arab. Et quelques jours plus tard, il va rejoindre carrément les rangs de l'ALN au sein de la Wilaya 2 historique jusqu'à 1962. Et en donc quelques mois avant l'indépendance, il va rejoindre la fameuse base de l'Est qui était sous le commandement de l'ancien président de la République, Chadli Benjedid. Et à partir de l'indépendance, il a choisi l'Algérie. Il a choisi l'Algérie et c'est cette terre qui justement le reçoit pour son ultime demeure. On voit bien sûr le rassemblement et l'hommage qui lui est rendu, tous ces youyous qui fusent de partout pour accompagner la dépouille mortelle et le cercueil. Voilà, donc l'enterrement a eu lieu à l'Arbanet Tireten, donc c'est la terre, c'est la région. Il a choisi cette région où il a ouvert. Symboliquement, c'est important. Donc, un cabinet d'architecture parce qu'il disait « Je dois participer à la reconstruction de l'Algérie qui a été détruite par le colonialisme ». Donc, même sur le plan symbolique, c'est très, très important. Donc, je pense que le ministre des Moudjahidines qui a donc honoré la mémoire à travers sa présence et à travers l'oraison funèbre qu'il avait prononcée, reconnaissant l'engagement et les valeurs de ce militant infatigable, effectivement. Voilà, c'est très émouvant de voir justement cet accompagnement, cet hommage qui est rendu par la population de la Barnatilaten à et c'est quelqu'un qui a travaillé pendant, dans la discrétion, d'une manière désintéressée,
pour que l'Algérie soit dans un premier temps indépendante et puis dans le deuxième pour que l'Algérie soit prospère. Alors qu'il pouvait repartir en Espagne, il a choisi de vivre ici, il s'est marié avec une moudjahida de la wilaya 4, donc de l'Ardaria, de la région de l'Ardaria. C'était donc l'une des régions les plus importantes pendant la guerre de libération nationale. Il a choisi l'Algérie par amour. Ils sont nombreux, hein. Oui, beaucoup. La Steiner, la Cascade aussi, Meniz qui est venu du Chili. Les Cholés, c'est exactement la même chose, hein. C'est le choix des Cholés en peine de camp. Ce sont des Algériens qui aiment l'Algérie. Voilà. L'Algérie est justement ce grand continent donc, qui vraiment présente des valeurs culturelles d'une région à une autre complètement différentes. Et donc dans chaque ville, à chaque escale, on peut découvrir des vestiges et toute la beauté du pays se révèle un peu partout, n'est-ce pas? Exactement, avec des monuments et des vestiges qui racontent l'histoire de l'Algérie. L'histoire sera racontée après ceci, oui, n'est-ce pas? Voilà, quand on me souffle, voilà, c'est le jingle qui est prêt, donc c'est toujours une surprise. Alors si je peux commencer par lire un petit extrait du texte du documentaire. Bien sûr, bien sûr. La légende qui sait, la précarité du souvenir, choisit des moments à la mesure du temps, et le temps, quand il se décampe dans un monument, s'appelle l'histoire. Voilà, c'est extrait du texte commentaire du documentaire réalisé par Ben Ammar Barti en 1973. C'est une production de la télévision algérienne. C'est un chef-d'œuvre, comme Yazid Ait Mahieddine me dit et me le répète parce que c'est lui qui m'a demandé de revenir sur ces créations de la télévision algérienne. Et le texte de Malek Haddad, donc c'est le texte de Malek Haddad, poète, romancier, poète, et philosophe. Et philosophe, mais surtout poète. Homme de... C'est aussi du théâtre. On ne sait pas, on a du mal avec Malek Haddad à définir. Mais son commentaire est magnifique. Tout le commentaire qui raconte l'histoire de ce site qui est Cuicule, Djmila, donc à Stef, ou Stef anciennement, actuellement, est magnifique. Il a été lu par Leila Boutaleb. Leila Boutaleb, on la connaît, elle a travaillé, elle a prêté sa voix beaucoup à la télévision algérienne. Elle a fait du théâtre, un peu de cinéma. Et puis c'était une dame de radio. Et puis c'était surtout... Très belle voix de radiophonique. Exactement. Et si je ne me trompe pas, en 1962, elle avait animé l'émission Jukebox. Jaya, j'ai du mal à le prononcer. Jukebox, et surtout celle qui est très connue et reconnue, c'est À cœur ouvert, où elle recevait énormément d'appels du public et surtout des étudiants. Tu l'as connue? Oui. Voilà, vous nous avez donné envie de découvrir cette œuvre aussi. On va regarder peut-être un petit extrait. On va voir un petit extrait. Le documentaire s'appelle Djmila et il est de 1960. Ne meurt pas. Ah oui, voilà
une belle réponse à un auteur qui a consacré un texte, donc un auteur célèbre, qui est celui qui a choisi sa mère à la justice. Il a écrit un texte, Le vent à Djmila, dans lequel il parlait d'un site mort. Il est question de pierre, de bout en bout. Donc c'est la représentation de la mort. C'est une civilisation en fait morte. Donc il y a la réponse de Malik Haddad. Et puis il y a eu un des derniers textes de Mohamed Dib où Mohamed Dib a dit chaque pierre de ce site nous parle, elle ne cesse de nous parler. J'entends sur ces pavés le son des talons, plutôt le son des sabots de l'âne d'Aculée, pour vous dire que voilà une civilisation qui ne remonte pas simplement à l'époque romaine, mais peut-être bien avant. Voilà. Donc c'est pas un site mort. Il y a d'ailleurs une célèbre mosaïque là-bas dans le musée de Cuicul qui s'appelle l'âne vainqueur, en référence justement à l'âne d'or justement d'Apulée, de Mador. Et donc c'est ma chronique. Et aujourd'hui on parle de Djmila, le documentaire de 14 minutes et 4 secondes de Ben Barti. Ben Barti est né en 1941 à Tlemcen. Il est décédé en 2015. Il a produit des chefs-d'œuvre comme Cheikh Bouhamama. Il a aussi produit Le Retour. Il a produit El Khalidoun en 1969. El Moukafeh en 1974. Le Retour, c'était en 1975. L'épopée de Cheikh Bouhamama, c'était en 1983. On l'a vu, on l'a adoré. En 1991, il a surtout produit Le Clandestin. On a rigolé. Là, c'est vraiment autre chose, un autre registre. Voilà, et puis les vacances de l'apprenti en hommage à l'inspecteur Tahar. On va dire que c'est la suite. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a marqué autant le cinéma, autant que la télévision. Et surtout, c'est quelqu'un qui a été formé à la base à Paris, à l'IDEC, l'Institut de cinéma. Il a été l'assistant de Claude Lelouch et il est revenu en Algérie pour partager son savoir-faire, ses techniques, et il a produit de très très belles choses. Donc ce documentaire raconte Djmila, mais d'une manière poétique, romancée, je ne sais pas comment le décrire. On a l'impression que c'est un péplum en fait, c'est un film de péplum, de Rome, alors que ça se passe à Djmila, et c'est raconté par des Algériens. Donc voilà. C'est bien de revenir. Il est disponible sur YouTube, on peut le voir. Excellent. Comme on espère qu'il sera rediffusé, même s'il est en noir et blanc, à la télévision. Oui, j'espère que cette œuvre sera vue et revue et appréciée, Inch'Allah. Et puis voilà, ça parle d'une région magnifique. Le printemps à Djmila est unique. Et ce qui est bien, c'est que la population locale s'est appropriée cet endroit. Il n'a jamais été vide. Contrairement à ce qui a été prétendu dans le fameux ouvrage dont vous parliez, Hassan, il n'a jamais été vide cet endroit. Il reçoit du monde, en tout cas, la population, les riverains adorent leur site et ils le visitent tout le temps. Et il est à visiter, c'est l'un des plus beaux sites d'Algérie. On peut le visiter, revisiter. On ne peut pas le découvrir en une seule fois. D'abord, il est très grand. C'est très grand. Il y a le théâtre et puis il y a le forum. Caracalla. Il y a l'arc de triomphe. Il y a un arc de triomphe là-bas aussi. Pas Caracalla d'ailleurs. La porte, non, elle est plutôt à Souaras, Tébessa plutôt. Et donc il y a un très beau musée où on retrouve les vestiges, les mosaïques. On retrouve certaines traces et on retrouve. Ce qui m'a marqué, j'ai eu la chance de visiter j'ai découvert qu'à l'époque romaine, on pratiquait la chirurgie parce qu'il y a les bistouris qui remontent à l'époque romaine. Donc c'est extraordinaire. C'est un site très très riche et peut-être qui n'a pas encore été complètement exploré parce que vers la plaine, les fouilles n'ont pas été qui se situent en contrebas du site actuel n'ont pas été faites.
Les premiers édifices ont été construits au 1er siècle et puis la construction, la reconstruction s'est déroulée sur plusieurs siècles jusqu'au 4e, bien sûr à l'ère byzantine. Mais c'est vrai que ça reste un des plus beaux sites à visiter. Merci beaucoup Samira de nous le rappeler. Voilà, de rappeler aussi que c'est un site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà. On va proposer une petite pause musicale avant de retrouver notre ami Riyad Belkhadim pour l'actualité sportive dans un instant. غريب مسافر حب يشوف زين الطبيعة والمنظر مدينة لمدينة داير قلتلو ألف مرحبا بالزاير في بلادي بلاد الحرايا أهل البركة والخير الساير يا سيدي بلا ما تبقى حياة عليك ببلادي وطني الجزاير زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا في أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا في أرض جدادي بويرة مسكرة جاية سوق هراس تيجي الغرداية باتنا قسنطينة الغواط ستيفتي هالتا من راست بشلف والطارق تندف بومبرد سيدي بالعباس أضرار معسكر وبشهر تبساتي سمسيل بليدة وتي بازار عين دفلة برج بوعريري عين تموشن تعنبة إليزي خنشلة مسيلة ميلا والكلاسكي كدا والسعيدة غيري زان الواد العاصمة تيزي وزوت المسان جلفة وملية وهرن مصغاني ومن البواقي البيض قالمة ونعامة. Cette chanson en hommage à l'Algérie. Et l'Algérie, bien sûr, a connu des activités sportives durant tout le week-end. Nous avons aujourd'hui Riyad Belkhadim pour nous parler, nous faire un petit peu le résumé de l'activité sportive. Bonjour Riyad. Bonjour. Ravi de te retrouver. Ravi également. On va entamer justement le résumé tout de suite après ceci. Alors, on commence avec une triste nouvelle, il me semble, Riyad. Eh bien, avant de dérouler l'activité du week-end et le championnat, on a appris hier soir une triste nouvelle. C'était aux alentours de 21h, le décès d'un ancien international, Abdelhamid Merakchi, ancien attaquant de l'équipe nationale. Il avait 5 sélections en équipe nationale. Il est décédé à l'âge de 48 ans, natif de Ain Tmouchent. Il a d'ailleurs commencé sa carrière au CRT. Il a fait beaucoup de clubs dans sa carrière, notamment le Mouloudia d'Alger, l'USM Harrach, le MCO, Saïda, les 2 clubs de Mostaganem. Également, il a même évolué en Turquie au, j'espère que je vais y arriver, Genkler Birligi. Merakchi a été appelé pour la première fois en équipe nationale à l'âge de 22 ans. De 1998 à 2001, il a porté fièrement le maillot de l'équipe nationale, participant notamment à la Coupe d'Afrique des Nations de 2000 sous la direction de la Bassaden. Lors de cette compétition, il a contribué au succès de l'équipe avec son efficacité offensive. C'était un attaquant véloce, robuste, racé. Il a eu une courte carrière. Beaucoup de spécialistes et de ses pairs reconnaissent qu'il aurait pu avoir une carrière extraordinaire. Il nous quitte, Allah yarhamou. On présente nos condoléances à toute sa famille. Il est décédé en France et il sera bien sûr rapatrié dans son pays et il sera enterré dans sa ville natale, Tmouchent. C'est triste pour commencer comme ça. Mais il mérite toujours les hommages, ceux qui ont honoré l'Algérie. Tout à fait. On a commencé comme ça la semaine dernière. On a perdu une icône du football et de la révolution. C'était Rachid Makhloufi et Abdelhamid Merakchi qui nous quittent comme ça subitement, très jeune, hein, à l'âge de 48 ans. Allah yarhamou. Eh bien, on va rester dans le football puisque show must go on. Ces personnes qui nous ont quittés ont voué une passion à ce sport
qu'ils ont aimé et pratiqué. On va parler de la Ligue 1 avec la 9e journée qui s'est déroulée ce week-end entre le vendredi et le samedi. On va d'abord regarder ce petit résumé rapidement. C'est une courte page cette semaine, signée Sid Ahmed Bouraï. Leader avant cette journée, le CS Constantine a laissé des plumes à Khenchla et perd au passage son fauteuil. Opposé à l'USMK, les Poulains de Madoui s'inclinent par 1-0. Un but encaissé durant le temps additionnel de la deuxième période. Une victoire qui en revanche confirme les bons résultats de Khenchla dans son stade. L'une des bonnes opérations de la journée est à mettre à l'actif du Mouloudia d'Alger. Le doyen en déplacement Al-Bayed est revenu avec les 3 points de la victoire grâce à de leurs buteurs en début de deuxième période. Les autres bonnes opérations sont à mettre au profit de l'USMA qui s'est imposé à domicile face à la JS Saoura et l'Olympique Arbou qui a battu le MC Oran par 3-1 dans un match où les 4 buts ont été inscrits dans les 10 dernières minutes. En bas du tableau, le NC Magara a gagné son match contre l'Espérance de Mostaganem, un concurrent direct pour le maintien par la plus petite des marges grâce à Amran, buteur à la 16e minute de jeu, alors que l'AS Sochlev s'est imposé à Biskra par 2-1. Voilà, festival de buts. Pourtant, il n'y avait pas tous les matchs. Alors, je rappelle rapidement, le Bayed s'est incliné à la maison face au Mouloudia, qui passe en tête, 1-0. L'Olympique Arbo, super match face au MCO, excellente équipe orannaise cette année, et qui perd à Béjaïa, 3-1. Khenchla, qui l'emporte devant le CSC. Magara, donc, qui l'emporte devant l'Espérance de Mostaganem. On vient de le voir, l'ASO qui va battre Biskra chez elle, 2-1, et victoire de l'USMA 2-0. 2 matchs ont été reportés, CRB, JSK et l'Entente Paradou. C'est les 2 clubs algérois qui sont en tête avant le grand derby Mouloudia. USMA, l'événement aujourd'hui c'est à 17h, c'est historique, c'est la première fois que l'équipe nationale va jouer dans la ville de Tizi Ouzou, dans ce magnifique écrin qui est le stade du défunt Moudjahed Hussein Ait Ahmed, et la sélection algérienne qui est d'ores et déjà qualifiée, elle va jouer pour le spectacle, mais pas que. Elle est première de son groupe, le groupe E. Alors, quelques petites informations. Il y a Ramiz Roqi qui, lui, est suspendu pour ce match. Donc, il a été libéré avant ce match. Et puis, Rami Ben Sebaini, le joueur de Dortmund, lui, blessé au genou face à la Guinée équatoriale il y a quelques jours, lui aussi libéré. Il y a un joueur qui va peut-être faire son entrée, même très certainement, peut-être pour remplacer Ben Sebaini. C'est c'est Medani, le défenseur central de la GSK, qui va jouer dans son jardin, sur sa pelouse, le défenseur de la jeunesse sportive de Kabylie. Ce sera du grand spectacle. On espère un turnover, notamment peut-être découvrir un peu mieux le joueur de Copenhague, le jeune joueur. Là, on voit le retour de la sélection de Malabo, en Guinée, où ils avaient fait match nul. Et puis, on va voir cette petite perle de Copenhague qui n'a que 18 ans. Il parle très bien arabe. Il vient de la ville de Guelma. Alors, on avait dit qu'on allait fixer l'image. Alors, on dit tout, mais on va regarder. Il y a 7 secondes, mais on va voir à quel point ce magnifique jeune joueur a envie de jouer devant son public à Tizi Ouzou. Le temps qu'on cale l'image, on va me dire si l'interview est prête. C'est bon, elle est prête. De notre envoyé spécial à Malabo, Chicha. On va aller écouter les 7 secondes de ce jeune joueur. ان شاء الله ندخل كما اليوم حاب نلعب قدام زي سبورتر الجزائر وان شاء الله نلعب. Voilà. Ça résume tout. Il parle parfaitement arabe. Il est né à Copenhague. Il a joué la Coupe d'Europe la semaine dernière et il espère jouer devant son public. On aura fait le tour. La Ligue 2 sera pour la semaine prochaine. Eh ben, bon vent pour les Verts. J'espère que ce sera un beau spectacle. Inch'Allah, donc à partir de 17h, en direct sur le TV6, pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller au stade Hussein Ait Ahmed. Très bien, merci beaucoup Riyad pour ce résumé. Merci à tous ceux qui étaient avec nous depuis ce matin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. حب يشوف زين الطبيعة والمنظر مدينة المدينة داير قلتلو ألف مرحبا بالزاير في بلادي بلاد الحرايا أهل البركة والخير الساير
يا سيدي بلا ما تبقى حياة عليك ببلادي وطني الجزائر زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا في أرض بلادي